Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette avant-dernière vidéo de Maths 0600, session hiver 2021. Avant-dernière vidéo concernant la correction de l'examen 2, l'examen final. Donc avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier pour ces petits retours par courriel concernant la forme du cours, le fait que ça vous a beaucoup plu, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Donc ça m'a fait bien plaisir. Et puis toutes les petites remarques positives ou négatives que vous avez à faire ou que vous avez pu me faire déjà, ça sera fort utile pour les prochains cours, les prochaines sessions. Pour ma part, je ne vais pas donner cours les sessions hiver, les sessions été et automne 2021. Je suis en doctorat, comme vous l'avez déjà dit, et donc la clause 6.5, j'ai pu en bénéficier pour les cours que j'ai donnés dans les 2 dernières sessions. Là, cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas donner de cours pour les sessions suivantes, histoire de me garder du temps pour de la recherche. Mais sachez que toutes les remarques, tout ce que vous avez pu faire, me dire aussi par rapport à ce cours et tout ça, ce qui vous a plu sur les PDF, etc., ça me sera fort utile donc, pour les prochains cours. Et je pense en effet que je vais garder ce côté enregistrement, même quand je ferai les cours en live, donc c'est-à-dire devant une classe, etc. Essayer de, puisque maintenant j'ai un peu tous les outils pour le faire, une petite caméra, webcam, qui est d'assez bonne qualité, je pense que vous pouvez le confirmer, puisqu'il n'y a plus trop de difficultés de lecture au tableau depuis que ça a été bien mieux réglé qu'au moment de la première vidéo. Le micro, niveau son, je pense qu'on est plutôt correct, donc ça c'est bien. Donc voilà, il y a déjà tous les outils pour, donc je pense que oui, en effet, on continuera ce genre de format qui apparemment a beaucoup plu à tous, et puis à arranger aussi certains qui avaient peut-être du mal à suivre pendant les cours en direct, même en présentiel avant le Covid. Donc peut-être que voilà, ce sont tous les petits points positifs que je vais essayer de garder au maximum pour les sessions prochaines. Donc voilà, d'abord, merci d'avoir suivi le cours. Et bon voilà, allez, on est parti pour la correction d'examen 2. Donc, l'exercice 1, le fameux QCM. Donc la première question, on a affaire à une matrice de 2. On avait affaire à une matrice de 2. M. 0, moins 1, 1, 0. Et on associe une transformation T linéaire dans R2. Et on nous demandait laquelle de ces assertions est vraie. Donc en fait, quel type de transformation se cache derrière cette matrice? Est-ce que c'est une projection, une symétrie, une rotation, une transvection? Donc pour répondre à cette question, soit on reconnaît la forme d'une matrice assez particulière, ou alors, la plus simple des choses à faire pour essayer de déterminer quelle transformation il s'agit, il faut calculer le polynôme caractéristique. C'est parti, polynôme caractéristique, x, 1, moins 1, x. Maintenant, vous devriez être habitué, c'est un réflexe que vous avez dû gagner pendant cette deuxième partie de session. Donc bon, j'espère que vous l'aviez eu. Je calcule et je vais obtenir x carré plus 1. Et x carré plus 1, il se trouve qu'il n'y a pas de racine réelle. C'est-à-dire que si vous calculiez le delta, vous allez obtenir moins 4, qui est négatif. Donc pas de valeur propre réelle. Et donc pas de droite invariante. Bon voilà, et en ayant ça sous la main, on pouvait désormais conclure quel type de transformation nous avions, puisque une projection, il y a deux droites invariantes automatiquement, tout comme pour une symétrie, et une transvection, il y a une droite invariante. Donc la seule transformation qui ne fait pas intervenir des droites invariantes, c'est la rotation. Par cette propriété qui élimine les autres possibilités. Voilà comment, c'est la réponse 3,
Donc voilà comment on pouvait conclure. Donc c'était pas la seule manière, hein. On pouvait calculer le carré de la matrice, puis remarquer que le carré de la matrice était ni elle-même, donc c'est pas une projection, ni l'identité, donc c'était pas une symétrie. Et puis, une fois qu'on a ça, bon, il faut aussi cette question de droite invariante, peut-être que ça serait quand même utile de faire le calcul de la droite invariante. Mais sinon, on aurait pu aussi avoir l'idée de faire d'autres puissances et de remarquer qu'en faisant d'autres puissances, on arrivait à l'identité. Ça aussi nous permettait de conclure qu'on avait à faire une rotation. Et en plus de ça, cette rotation, on peut déterminer son angle. Donc, ou alors, on reconnaissait, comme je l'ai dit, on reconnaissait une forme de matrice, donc une forme de matrice du type cosinus, moins sinus, sinus, cosinus d'un angle, et l'angle ici en question, c'est 90 degrés. Donc en fait, on a une rotation de 90 degrés, si on voulait être plus précis, dans le sens anti-horaire, bien sûr. Bon, alors question suivante. La B. Pour la B, on travaille dans R2, on a trois droites. Donc, la droite 2x moins 3y égale 3, et la droite delta x plus 2y égale 0. Puis on a un point B de coordonnées 1, 2. Et on nous demande de déterminer l'image D' de B par la symétrie par rapport à D parallèlement à delta. Bon, alors déjà, il faut noter que la droite D n'est pas centrée en 0, donc il faut considérer une droite centrée en 0 qui lui est parallèle. Donc je vais considérer D' comme étant la même équation cartésienne dans le plan. Hein, je vous rappelle, c'est des équations cartésiennes dans le plan, hein, parce que bon, pour les droites, c'est pas, dans l'espace, c'est pas une équation cartésienne. Hein. Donc voilà, je vais considérer cette droite-là, et puis je vais poser la transformation, donc soit S, la transformation symétrie par rapport à D' parallèlement à delta. Donc pour S, il y a une matrice, hein, donc cette matrice, je peux écrire A, B, C, D. D'accord? Et puis, j'ai des vecteurs directeurs pour chacune des droites. Hein. Donc pour la droite D', un vecteur directeur, et, alors il faut réfléchir un petit peu, mais ce qui marche, c'est de prendre 3, 2. Si je prends 3, 2, j'ai bien 6 moins 6, ça fait bien 0. Et puis pour la droite delta, j'ai le vecteur directeur qui serait 2 moins 1. Et donc, sachant par rapport à quoi je fais la symétrie et parallèlement à quoi je fais la symétrie, eh bien je sais quelles sont les images. Donc c'est-à-dire que si je fais S2, 3, 2, donc je sais que je suis en train de faire une symétrie par rapport à D'. Donc l'image d'un vecteur directeur de cette droite D', ça va être lui-même. Ça veut dire que D' doit être la droite invariante, car D' est la droite invariante pour la valeur propre lambda égale 1. Et puis S de 2 moins 1, et ça va être moins 2 moins 1. Car delta, c'est la droite invariante pour la valeur propre lambda égale moins 1. Donc avec ces résultats-là, on peut en déduire quels sont les coefficients de la matrice. Donc, je vais passer par là. Là, après, c'est juste une histoire de calcul et de résolution de petits systèmes d'équations. Donc, S de 3, 2, ça veut dire que je dois faire la matrice fois 3, 2. Donc, quand je fais la matrice fois 3, 2, j'obtiens 3 fois A plus 2 fois B. Donc, j'ai 3 fois A plus 2 fois B. Et j'ai 3 fois C plus 2 fois D. Et ça, je veux que ce soit égal à 3, 2. Et puis S de 2 moins 1, pareil, je vais avoir 2A moins B et 2C moins D. Et je veux que ce soit égal à moins, bon le moins je vais le mettre dans la... Donc j'ai moins 2, 1. Donc voilà, j'ai mon système d'équations. Donc je peux couper en deux systèmes d'équations pour A et pour AB et pour CD.
Donc pour AB, j'ai 3A plus 2B qui doit être égal à 3, 2A moins B qui doit être égal à, moins 2, et j'ai de l'autre côté 3C plus 2D qui doit être égal à 2, et 2C moins D qui doit être égal à 1. Donc il n'y a plus qu'à résoudre ces systèmes. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que si je fais ligne 1 plus 2 fois ligne 2, donc si je fais ligne 1 plus 2 fois ligne 2, ce que je vais obtenir, donc j'ai ça, donc plus 2 fois cette ligne, donc je vais avoir 7A égale, les B s'en sont allés, et là je vais avoir 3 moins 4, donc ça fera moins 1. De ce côté-là, je vais avoir 7C égale 2 plus 2, donc 4. Et ainsi, A égale moins 1 septième, C est égal à 4 septièmes. Maintenant que j'ai A et C, je peux en déduire B et D, puisqu'il suffit de modifier un petit peu cette équation ici. Donc là, je mets B de ce côté, le moins 2 de l'autre côté. J'ai donc que B est égal à 2A plus 2. Donc 2 moins 2 septièmes, moins 2 septièmes plus 2. Donc 2, ça fait 14. Donc 14 moins 2, ça fera 12 septièmes. Et enfin, D, par le même type d'opération, c'est 2 fois C plus 2. Donc ça fait 8C plus 14. Je suis juste en train de demander si j'ai pas fait une bêtise. Apparemment, ça a l'air d'être bon. Ok, donc j'ai 8 plus 14, ça va faire 22. Et donc la matrice ressemblerait à quelque chose de ce type. Donc j'aurai, alors, moins 1 septième. Donc B, c'est 12 septièmes. C, c'est 4 septièmes. Et D, c'est 22 septièmes. Est-ce que ça marche hein? Donc est-ce que déjà le déterminant vaut 1 ou moins 1? Alors j'ai moins 22 plus 48. Alors c'est un peu bizarre. Donc ce cas-là, il y a peut-être une erreur là. Alors attendez. Donc je vérifie. Là j'ai 2 moins 1, ça marche. Et ici j'ai 3, 2, ça marche. Je veux que l'image de 3, 2 soit renvoyée sur lui-même, puisque je fais une symétrie par rapport à la droite D. C'est bien ça. Voilà. Parallèlement à la droite delta, donc delta il y a un moins devant. Alors. Ah oui, j'ai oublié un moins ici. Ok, ça y est, je crois que je l'ai. J'ai oublié un moins ici. Non. Ah non, j'ai pas oublié un moins ici. C'est pas ici. Alors, hop. Ici, on va y arriver là. Alors, est-ce que j'ai pas fait une erreur de produit? Donc 3 fois ça marche. 3 fois C, 2 fois D. Ça marche et ça marche. Donc apparemment ça a l'air de bon ça. 7A. Ça fait 12 sur 7. Ça marche. Ah oui, non, c'est pas plus 2. Ok, voilà. Je suis allé un peu vite là. Donc là, j'ai le 1, je le mets de côté, ça fait moins 1. Ok. Donc ça fait 8 septièmes moins 1, ça fait 1 septième. Donc ici, c'est plutôt 1 septième. Et là, oui, ça marche, le déterminant vaut bien moins 1. Ok, bon, j'avais fait une erreur là. Très bien. Donc la matrice, ici, est la suivante, pour la transformation linéaire souhaitée. Et puis, bon, comme on sait, c'est pas une transformation centrée en 0, donc il va falloir choisir un point qui appartient à la droite D, et puis on va faire la transformation affine associée. Donc j'efface ce que j'ai là. Hop. Je prends un point C qui appartient à la droite D, donc un point C qui appartient à la droite D, je peux prendre 0, 1, je pense. Non, 0, moins 1.
Donc 0, moins 1 appartient à la droite D. On pouvait vérifier que cette équation, enfin ce point vérifie cette équation, puisqu'on a 2 fois 0, moins 3 fois moins 1, ça fera 3, donc c'est bon. Ok. Et donc, bon, bah, on va considérer la transformation suivante, donc A de U qui va être égal à taux de moins V de S de taux de V de U, donc avec de moins V, hein, avec V qui a pour coordonnées 0, moins 1. U, bah, on va prendre les coordonnées du point B, donc les coordonnées du point B c'est 1, 2, ils sont toujours affichés là. Voilà. Et S, c'est la transformation associée à la matrice qui est écrite là-bas. Je ne vais pas la réécrire, mais voilà. Alors c'est parti. Donc A de 1, 2, c'est égal à taux moins V de S de... pourquoi taux moins V? Ici c'est taux V. Voilà. Donc de S2, alors je dois enlever ces coordonnées au vecteur U, donc les enlever, là ça veut dire que je dois faire plus 1. Donc je vais avoir 1, 3, comme ceci. Et ensuite, je dois faire la multiplication de ce vecteur avec la matrice là-bas. Donc je vais avoir tout V2. Alors j'ai moins 1 septième plus 3 fois 12 sur 7. Donc moins 1 septième plus 3 fois 12 sur 7. Donc 3 fois 12 ça fera 36. 36 moins 1 ça fera 35. 35 divisé par 7 ça fera 5. Et puis 4 septième plus 3 septièmes, ça fera 7 sur 7, ça fera 1. Donc je me retrouve avec 5, 1. Et puis ensuite, je dois rajouter le vecteur V, donc rajouter le vecteur 0, moins 1, ça va me donner 5, 0. Et donc ça veut dire que le point B' a pour coordonnée 5, 0. Donc la réponse est la réponse 2. Voilà comment il fallait s'y prendre pour cette question. Alors, c'est pas la seule manière de s'en sortir, on aurait très bien pu la jouer un peu plus fine en disant bah, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une symétrie comme demandé. Je peux prendre mon point B, dessiner, enfin considérer une droite parallèle à delta passant par B, regarder ensuite l'intersection entre cette nouvelle droite grand delta prime, disons, et petit d. Une fois que j'ai l'intersection, bah, ensuite je dois chercher un point tel que cette intersection corresponde au milieu de B, B'. Donc, je vais peut-être juste faire un dessin pour montrer ce qu'on pouvait faire sans passer par cette case que je viens de faire par les matrices, juste de manière un peu plus géométrique, en disant, bah, ça c'est ma droite D, disons, j'ai ma droite delta qui ressemble peut-être à quelque chose comme ça, qui passe en 0, peut-être là, voilà. Et puis bah, ce que je fais, c'est que je vais, donc j'ai mon point B', mon point B qui est quelque part par là. Ce que je fais, c'est que je dessine, donc je considère la droite delta prime qui va avoir la même équation, sauf que je passe au point B. Donc passer au point B, ça veut dire que 1, donc 1 plus 4, ça fera 5. Donc l'équation ici de grand delta prime serait la suivante. Je cherche l'intersection. Intersection entre D et delta prime. Donc cette intersection, en faisant un petit peu de calcul, on pourra trouver que cette intersection vaut je suis en train de demander. Je crois que ça va être 1 demi. Est-ce que je dis une bêtise? Ça doit être 1 demi 1. Ou non, 1 demi, pas 1 demi 1. Attendez. Bon bref, en tout cas, on doit trouver cette intersection. C'est pas grave, j'ai pas forcément besoin de connaître les coordonnées. Et ensuite, une fois qu'on a les coordonnées de I, on peut trouver les coordonnées de B' en faisant en sorte que I soit le milieu de BB'. Donc on pouvait s'en sortir comme ça. C'est à peu près la même histoire en fait. C'est juste qu'on le fait sans passer par les matrices, on le fait plus géométriquement. Mais c'était une autre façon de s'en sortir pour trouver B'. Voilà. Donc I a pour coordonnées 1 demi, ça devait être 1 demi et 7 demi. Voilà. Vous pouvez s'en sortir comme ça. Le C.
question C. Donc, la question C, on a un plan, donc P d'équation 3x plus 4z égale 2, et on a un point B de coordonnées 1, 1, 6. On nous demande quelle est la valeur de la distance B entre B et le plan. Donc pour avoir la distance, il nous faut déterminer un projeté orthogonal. Ok? Donc un projeté orthogonal, il nous faut des vecteurs. Il nous faut des vecteurs. Donc là, on va considérer des vecteurs qui sont orthogonaux et directeurs du plan. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre un point C. Alors, on peut choisir de façon à ce que ce soit assez agréable à faire comme calcul. Donc ce que je peux faire, c'est utiliser les vecteurs directeurs. Donc là, il y avait moyen de prendre des vecteurs directeurs pas trop méchants. Prendre par exemple V qui avait pour coordonnées, disons 2 tiers, 0, 0. Et puis je peux prendre W qui va avoir lui comme, donc on va avoir 0, 0, 1 demi. De façon à ce que l'équation soit bien vérifiée. Alors oui, j'ai écrit des bêtises, c'est pas bon ça. On recommence. Je veux pas des points dans le plan, j'ai fait des bêtises, excusez-moi, je recommence. Donc ce que je veux, c'est je veux prendre d'abord le plan qui passe par 0. Voilà, c'est mieux. Bon, d'abord je prends le plan qui passe par 0. Ensuite je prends des vecteurs directeurs. Donc je suis pas. C'est ce que j'ai fait comme bêtise, j'ai pas pris des vecteurs directeurs du tout. Là j'avais pris des points qui appartenaient au plan, mais c'est pas du tout ce que je veux des vecteurs directeurs. Donc là, vecteur directeur du plan, on peut prendre 0, 1, 0 sans trop de difficulté, puisque les Y, j'ai le droit de les bouger comme je veux. Et puis un autre vecteur directeur, W, donc là en jouant avec X et Z, donc ce que je peux faire, c'est prendre X égale 4 et Z égale moins 3. Et donc prendre ce vecteur-là. Et là, les deux vecteurs, V et W, sont bien orthogonaux l'un par rapport à l'autre. En faisant rapidement un produit scalaire, on peut remarquer que ce produit scalaire vaut 0. Maintenant qu'on a nos deux vecteurs orthogonaux, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, donc je vais définir la projection orthogonale sur le plan P'. Donc la projection orthogonale sur le plan P', ça va être U scalaire V sur la norme de V carré fois V plus U scalaire W sur la norme de W carré fois W. Voilà. Et puis moi je vais faire la projection sur le plan P. Donc pour faire la projection sur le plan P, ce que je dois faire, c'est la transformation affine suivante. Donc je dois prendre ceci. Donc A de U, ça va être taux de moins V de la projection de taux de V. Alors d'ailleurs, encore une fois, j'ai mélangé moins et plus. Donc là, c'est taux de V de la projection de taux de moins V de U. Et donc ce qu'on va prendre, c'est le vecteur V comme étant, donc là, alors oui, j'ai mis V. Ah oui, d'accord, je vois ce que j'ai fait comme petite bêtise. Alors je vais tout de suite changer les noms. Donc je vais remettre par rapport au cours. Donc on va remettre U1 et U2, juste pour être en accord avec le cours. C'est U2. Donc U1, U1, U1. U2, U2, U2. Et là, je vais prendre V avec comme coordonnées 0, 0, 1 demi, qui correspondra à un point qui appartient au plan. Ok. Donc voilà, je prends ce vecteur-là et puis je fais le calcul. Donc c'est parti. Alors ça, c'est égal à... Donc si je prends... Et oui, je vais prendre U de coordonnées, les coordonnées du point B. Donc 1, 1, 6. Alors c'est parti. Donc j'ai taux V de... la projection de... Alors tout d'abord, je dois enlever 1 demi, 0, 0, 1 demi, donc 1 demi à la dernière composante. Donc si j'enlève 1 demi à la dernière composante, j'obtiens 1, 1, 11, 6, 11, qu'est-ce que je raconte 11 demi. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je dois calculer le projeté orthogonal. Donc le projeté orthogonal, je vais avoir... donc, égale taux V de
Donc je fais le produit scalaire de U avec U1, donc U avec U1, ça va faire 1. Sur la norme de U1, bah ici la norme de U1 au carré c'est 1. Donc fois 0, 1, 0. Ensuite, plus, alors je dois prendre le produit scalaire de ça avec ça, donc je dois faire 4 fois 1, donc 4, moins 3 fois 11 demi, donc 33 demi, 4, c'est 8 demi, donc je vais faire 8, 8 moins 33, ça fait moins 25, donc je vais avoir moins 25 demi sur... Ensuite je fais la norme de U1, donc la norme de U1 au carré, la norme de U2 au carré. Par contre je vais faire le calcul, parce que ça, celui-là il se voit moins. C'est 4 au carré plus moins 3 au carré plus 0 au carré que je n'ai pas écrit. Et ça va faire 16 plus 9, donc 25. Donc divisé par 25. Fois le vecteur 4, 0, moins 3. Hop. Voilà mon projeteur orthogonal. Je continue, j'ai donc tout V de... Alors là ici j'ai 0, 1, 0. Moins, alors les 25 se simplifient, j'ai donc moins 1 demi. Le 1 demi, bah, je vais le distribuer à tout le monde. Donc ce que j'ai c'est 2 et moins 3 demi. Puis 0 au milieu. Donc taux V, ce serait égal à moins 2, 1 et 3 demi. Bon, puis ensuite, je dois rajouter le vecteur V dessus. Donc rajouter le vecteur V dessus, ça veut dire que je rajoute 1 demi à la dernière composante. Ça me fait moins 2, 1, 1. Moins 2, 1, 2, pardon. Ok, alors pour s'assurer qu'on n'a pas fait de bêtises, ça peut permettre de vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises, ça, on regarde les composantes, puis on regarde le vecteur, donc de toute façon on a besoin de le regarder, donc celui-là ça va être le point B', et donc je vais de toute façon avoir besoin de regarder le vecteur BB', donc BB', donc je fais arriver mon départ, donc moins 2, moins 1, ça fait moins 3, 1, moins 1, 0, moins 3, ouais, ça devrait aller. Et le dernier, je fais 2 moins 6, ça fait moins 4. Et si vous regardez bien, c'est bien le vecteur, un vecteur normal du plan, puisque ça correspond au coefficient qu'il y a devant 3 et 4. Après, on pourrait aussi vérifier que l'équation, si je remplace x, y, z par moins 2, 1, 2 dans l'équation de départ, ça vérifie bien cette équation de départ. Donc voilà, c'est la bonne intersection. Donc BB'(A) est égal à ce vecteur-là, et donc pour avoir la distance, donc je vais effacer, pour avoir la distance entre B et le plan, il me reste à calculer la norme de BB'. Donc la distance entre B et le plan, c'est égal à la norme de BB', qui est égale donc à racine carrée de moins 3 au carré plus moins 4 au carré. Comme on l'a vu avant, ça donnait 25, et racine carrée de 25, ça fait 5. Donc la réponse est la réponse 1. La distance vaut 5. Alors pour avoir le projeteur orthogonal du point B sur le plan, on aurait pu prendre le vecteur normal, considérer une droite ayant pour vecteur directeur ce vecteur normal, donc 3, 4, et passant par B, puis déterminer l'intersection entre la droite et le plan. En faisant ça, on aurait trouvé le même B'. D'accord? Donc il y avait toujours, si on avait du mal avec les matrices, il y avait toujours moyen de s'en sortir avec la géométrie. Ok? J'avais assez expliqué, enfin je pense avoir assez expliqué le lien entre ce qu'on faisait géométriquement et ce qu'on faisait calculatoirement avec les matrices. Moi ce que j'attendais c'était quand même un peu plus la réponse avec les matrices, mais si vous aviez du mal avec les matrices, il y avait toujours moyen de s'en sortir avec la géométrie. Donc, ok, donc je passe à la question suivante. Autre chose, hein, comme vous aviez... Ah oui, non, là, ça marche pas. Mais par contre, pour la question suivante, ça marche. Hop. D. Donc pour cette question, cette fois-ci, vous avez des propositions de points. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vérifier juste quel point est le bon. Ça peut permettre d'aller bien plus vite. Et je pense que c'est ça que je vais faire ici. Donc, travaillons, puisque je pense avoir expliqué comment recalculer le projeté orthogonal. Il suffirait de refaire la même chose pour ce plan.
Donc, travaillons dans R3, prenons le point B de coordonnées 3, moins 2, moins 4. Prenons le plan P de coordonnées, ou d'équation cartésienne, 2x moins 3y moins 3z égale 2. Et on nous demande quel est le proche orthogonal B' de B sur le plan. Donc on pouvait refaire un calcul assez similaire sur celui-là, mais on pouvait aussi juste vérifier quel point appartient au plan, quel point est orthogonal, etc. etc. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ça va me permettre de gagner du temps. Donc déjà, je vais regarder si les points vérifient les équations du plan. Donc par exemple, si je prends la première proposition, B' c'est 4, 1, 1. Bon, si j'essaye avec 4, 1, 1, est-ce que ça marche? Donc je vais avoir 2 fois 4, moins 3 fois 1, moins 3 fois 1. Donc ça fait 8, moins 6, moins 3, moins 3, ça fait 8, moins 6, donc ça fait 2. Bon, alors ça veut dire que ce B' appartient au plan. Mais maintenant, est-ce que B' est un vecteur orthogonal? Donc est-ce que ça va être un vecteur collinéaire à 2, moins 3, moins 3? D'accord? Parce que le vecteur normal, vous pouvez le donner très rapidement. 2, moins 3, moins 3. Voilà. Donc, pour savoir ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre B. Donc je calcule juste les coordonnées de B'. Donc B', ça va être ça va être 4 moins 3, 1, 1 moins 2, 3, 1 moins 4, 1 moins 4, ça fait 5. Et ce vecteur-là, il n'est pas collinaire à 2, moins 3, moins 3. Donc ça ne peut pas être la bonne réponse. D'accord? Parce qu'il faut que la droite B' soit orthogonale, perpendiculaire au plan. Et là, ce n'est pas le cas. Donc on voit que apparemment le côté vecteur peut nous aider à déjà faire le tri, donc continuons avec ça. Regardons le point suivant. Le point suivant, c'est B' de coordonnées 1, 0, 0. Bon, si je fais B', voilà, ça va être un peu plus rapide. J'ai donc 1 moins 3, ça fait moins 2. Ensuite, moins 2, ça fera 2. Et moins 4, ça fait 4. Et celui-là non plus n'est pas collinéaire au vecteur normal. Donc, ça ne peut pas être 2. Puis je continue avec le point suivant. Donc le point suivant, c'est 1 moins 1, 1. Alors le point suivant, 1 moins 1, 1, donc c'est le troisième. Alors si je prends celui-là, B', donc encore une fois, je fais le calcul, j'ai donc 1 moins 4, ça fait moins 3. Non, pas 1 moins 4, 1 moins... Pardon, excusez-moi, 1 moins 3, plutôt, ça fait moins 2. Ensuite, j'ai moins 1 moins 2, ça fait 1. Et enfin, j'ai moins 4, enfin 1 moins 4, c'est ça, 1 moins 4, ça fait 5. Et là, encore une fois, c'est pas collinaire. Donc déjà, par élimination, j'ai que la réponse, c'est la réponse 4. Et maintenant, on va vérifier que 4 fonctionne. Donc déjà, je vais faire tout de suite B'. Donc si je fais B', donc B' avec pour coordonnées ici 1, 1, moins 1. Alors je vais avoir 1, moins 3, ça fait moins 2. 1, moins 2, ça va faire 3. Et moins 1, moins 4, ça fait 3. Et ce vecteur, il est collinéaire, puisque c'est bien égal à moins 2, 3, moins 3, moins 3. Donc ce vecteur est égal à celui-ci, donc il est bien collinéaire à la bonne chose. Et puis ensuite, il faut vérifier, est-ce que l'équation de départ du plan est bien satisfaite. On va vérifier ça. On va avoir 2 fois 1, moins 3 fois... Donc moins 3 fois 1, moins 3 fois moins 1. Alors calculons ça. Bon, c'est pas très long, puisque là, ici, on a moins 3, et ici, on a plus 3, donc ça se simplifie. Il reste 2 fois 1, donc 2. Et en effet, B' appartient au plan. Donc c'est terminé. Comme B' appartient au plan et que le vecteur BB' est bien orthogonal au plan, alors B' est bien le projeté orthogonal de B. Donc si j'avais calculé le projeté orthogonal de OB, j'obtiendrais OB'. Donc le projeté orthogonal affine ici, puisqu'on ne travaille pas en zéro.
Ok. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y avait d'autres moyens, et là je veux l'accentuer en le faisant vraiment comme ça avec un autre moyen que de faire le calcul avec les matrices et tout ça. Bon. Question suivante, la E. Alors la E, on nous donne une matrice associée à une transformation linéaire dans R3, et on nous demande laquelle des assertions suivantes est vraie. Hop. Bon. Alors, on nous donne la matrice suivante, donc E. M 2.75, moins 0.25, moins 1.25, 3.25, 0.25, moins 1.75, 2, 0, moins 1. Voilà. Donc, il s'agit de faire un calcul de polynôme caractéristique, puis ensuite de vérifier est-ce que T est une projection ou une symétrie. Ou pas. Parce qu'il y a aussi la question de est-ce que c'est le cas ou pas le cas. Alors, donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite calculer. Donc, on va tout de suite calculer. Je sais pas si ça. Ouais, bon. Je vais peut-être pas. Je vais juste faire le calcul du polynôme caractéristique, ça sera suffisant. Et je vous dirai comment on pouvait savoir que la matrice. Voilà, je vais peut-être pas faire tous les calculs, mais. Bon, je vais peut-être. Ouais, on va voir. Ouais, donc alors attendez, oui, c'est ça, on va faire ça. Donc je vais pas faire le calcul de la matrice au carré en tout, mais la première chose à faire, c'est de calculer la matrice au carré. Voilà, c'est pas calculer le polynôme caractéristique, mais c'est déjà de faire le carré de la matrice. Parce que si le carré de la matrice donne soit M, soit l'identité, on conclut tout de suite. Puisque si ça donne M, ça veut dire que c'est une projection, et si c'est une projection, ça veut dire que automatiquement les valeurs propres sont 0 et 1, donc on n'a pas le choix. Le polynôme caractéristique est nécessairement d'une forme x puissance quelque chose et x moins 1 puissance quelque chose. Donc on pourrait conclure directement la réponse 1. Si M au carré vaut l'identité, on pourra conclure directement la réponse 2 grâce au cours aussi. Ok ? Il n'y a que les valeurs propres 1 et moins 1, donc il y a nécessairement un polynôme caractéristique de telle forme. Bon. Mais par contre, si M carré n'est pas égal à l'identité ni égal à la matrice elle-même, et bien là, on va avoir enlevé les réponses 1 et 2, mais il nous restera à choisir entre la réponse 3 et la réponse 4. Donc, commençons le calcul de M carré, je ne vais pas le faire en entier, mais en faisant le calcul de M carré, on devrait déjà remarquer qu'à la première composante, ça ne va pas bien se passer. Donc on va avoir 2.75 au carré, donc moins 0.25 fois 3 fois 3.25, puis ensuite moins 1.25 fois 2. Voilà le calcul pour la première composante. Je ne vais pas faire les autres, parce que normalement à la première composante on devrait le voir. Alors, je vais me permettre d'utiliser la calculette pour aller plus vite. Donc, tchouk. Alors, 2.75 à la 2, moins 0.25 fois 3.25, moins 1.25 fois 2. Donc là, on trouve 4.25. Et donc cette matrice n'est ni égale à M, ni égale à l'identité. Donc si c'est ni l'un ni l'autre, ça veut dire que ça peut ni être la réponse 1, ni être la réponse 2. Donc ça veut dire que la transformation que nous avons sous la main n'est ni une projection ni une symétrie. Bon. Alors maintenant, reste à savoir quel est le polynôme caractéristique. Donc là, il faut vraiment faire le calcul du polynôme caractéristique. Hop, pour pouvoir conclure. Mais encore une fois, je le redis, si toutefois le carré nous donnait vraiment la matrice elle-même ou l'identité, on pouvait conclure directement la bonne réponse. Hop. Donc c'est parti pour le polynôme caractéristique. Qui m de x égale, plouf, x moins 2.75, 0.25, 1.25, moins 3.25, x moins 0.25, 1.75, moins 2, 0, x plus 1. Bon, alors, comme vous auriez dû vous en douter, il y a un 0, il faut jouer avec ce 0 pour faire le calcul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais développer le calcul du déterminant par rapport à la ligne. On pouvait faire aussi par rapport à la colonne, mais moi je vais proposer de faire par rapport à la ligne. Et donc en faisant ça, on obtient moins 2 avec le signe plus. Donc normalement il y a un signe plus si vous faites
la matrice signe comme nous l'avions vu dans les cours de première session. Donc là on a plus le nombre qui est ici fois le déterminant de la matrice en enlevant la première colonne, la dernière ligne. Donc on a 0.25, 1.25, x moins 0.25 et 1.75. Oups. Voilà. Et puis on a donc plus, puisque c'est la dernière composante ici, x plus 1 fois la matrice en enlevant la dernière ligne, la dernière colonne. Donc on a x moins 2.75, 0.25, moins 3.25 et x moins 0.25. Ok, donc on continue le calcul en développant, donc on a moins 2 fois. Donc 0,25 fois 1.75 moins 1.25, oula, 1.25 fois x moins 0,25. Ok. Et ensuite plus x plus 1 fois x moins 2.75 fois x moins 0,25. Alors avec le moins ça deviendra plus 3.25 fois 0,25. Là. Ok. Alors bon, il faut développer, calculer un petit peu. Donc là, on n'hésite pas à utiliser la calculette. Hein. Donc on a 0.25 fois 1.75. Donc ça fait donc là égal moins 2 fois donc 0.4375 moins 1.25x plus donc 1.25 fois 0.25. Il y avait moyen de faire les calculs avec des fractions, bien sûr. Là, je le fais sans les fractions, pour montrer qu'on pouvait s'en sortir quand même. Mais il y avait moyen d'introduire les fractions, puisqu'on pouvait remarquer que tout ça, c'est des fractions sur 4. Hein. Donc, on pouvait s'en sortir aussi avec des fractions. Donc, on a ça. Ensuite, plus x plus 1 fois... Alors là, je développe ce truc-là, donc j'ai x carré. Les x, je vais avoir ce truc-là plus ce truc-là, donc je vais avoir moins 3x. Okay, on en a déjà parlé de comment on pouvait développer ce genre de produit. Et puis ensuite, le seul moyen d'avoir un constant, c'est de faire 2.75 fois 0.25. Moins fois moins, ça fera plus. Donc 2.75. Et ça va faire plus 0.6875. Plus, et ensuite je dois faire 3.25. 3.25. 3.25 fois 0.25, ça fait 5. Ah, oups. Non, ce n'est pas 5. Voilà, c'est mieux. Donc ça fait 0.8125. Et donc petit à petit, il y a des choses qui se simplifient plutôt pas mal. Donc j'ai moins 2 fois. Donc là, si je fais la somme de ces deux choses, 0.4375 plus 0.3125, j'obtiens 0.75. Pour le signe moins, on va peut-être... Ouais, bon, je vais laisser comme ça. Donc j'ai moins 1.25x. Et puis plus 0,75. Là, 75, j'ai dit. Voilà. Plus x plus 1 fois, et pareil, je rassemble, donc j'ai x carré moins 3x plus, et là j'additionne les deux ici, donc 0.6875 plus 0.8125. Et j'obtiens 1.5 ici. Ok, ça commence à être un peu plus agréable. Je multiplie par moins 2. Donc en multipliant par moins 2, ici j'obtiens 2.5 fois x. Et puis en multipliant par moins 2, j'obtiens moins 1.5. Plus, et ensuite je développe ici. Donc en développant ici, je vais avoir x cube. Pour le terme en x carré, j'ai x fois 3, moins 3x. Plus 1 fois x carré. Donc ça va faire moins 2x carré. Ensuite, pour le x, je vais faire x fois 1.5. Et 1 fois moins 3x. Donc là, je vais avoir moins... Alors, je réfléchis si je ne fais pas une bêtise. Oui, moins 1.5, c'est ça. Donc moins 1.5x, puisque ça fait moins 3 plus 1.5. Hein. Moins 3 plus 1.5, ça fait bien 1.5. Moins 1.5. Et enfin, la constante, je vais avoir 1.5 fois 1, donc ça fait plus 1.5. Les constantes s'en vont.
Les x, si je les rassemble, j'obtiens donc x cube moins 2x carré plus 1, enfin plus x. Et si je réécris un petit peu autrement, je vais avoir ceci. X fois x moins 1 au carré. Donc c'est-à-dire que la réponse est la réponse 3. C'est-à-dire qu'on a affaire à un polynôme caractéristique qui est d'une certaine forme qui est assez identique à ce qu'on pourrait trouver pour une projection, mais la transformation n'est pas une projection. Voilà, ça allait prendre son temps. Pas hésiter à utiliser la calculette pour faire les calculs, hein, ou utiliser GeoGebra. C'était pas interdit du tout. Et puis voilà quoi, prendre vraiment son temps quand on développe, hein, bien sûr, pour éviter les erreurs de calcul. Donc voilà. La dernière question de cet exercice 1, question F. On travaille toujours dans R3 et on considère les deux plans. Donc, suivant, on a 2x moins 3y plus z égale 5. Et R, c'est x moins y moins 2z égale moins 1. Et on nous demandait laquelle de ces assertions sur l'intersection de P et R est vraie. Alors, il y en a deux qu'on peut tout de suite jeter à la poubelle, c'est la réponse 1 et la réponse 4. Parce que les deux plans ne sont pas coplanaires. Le vecteur normal ici, n, que j'appelle n, c'est 2, moins 3, 1. Le vecteur normal pour le plan R, que j'appelle n', c'est 1, moins 1, moins 2. Et ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires l'un par rapport à l'autre. D'accord? Donc K, n et n' ne sont pas collinaires. Bon, donc déjà, ça ne peut pas être 1 et 4. Alors reste à savoir laquelle des deux, entre 2 et 3, est la bonne. Donc pour cela, on va déterminer, alors on a deux choix, soit on peut jouer sur le fait qu'on a la droite qui est complètement décrite et donc travailler avec les équations paramétriques de chacune des deux droites et vérifier laquelle vérifie les équations de P et de R en même temps. On peut faire comme ça. Ou alors on détermine directement l'équation du plan. Donc c'est ce que je vais faire, je vais déterminer l'équation de la droite, qui serait l'intersection des deux plans. Donc pour cela, je résous le système 2x moins 3y plus z égale 5 et x moins y moins 2z égale moins 1. Donc via la première ligne d'équation, je peux écrire que z est égal à moins 2x plus 3y plus 5. Et dans la deuxième ligne, je remplace z par ce truc. Donc ce que j'obtiens, c'est x moins y. Et ensuite, je fais moins 2 fois ce truc-là. Donc moins 2 fois ce truc-là, ça fera plus 4x moins 6y moins 10. Et ça doit être égal à moins 1. Ok? Donc, les x, je les rassemble, j'ai 5x. Les y, je les rassemble, j'ai moins 7y. Et ça doit être égal à 9. En mettant le moins 10 de l'autre côté, ça fait 9. Ok. Alors maintenant, cette dernière équation, je ne peux pas faire mieux. J'ai juste à choisir une valeur. Donc à choisir qui je prends comme paramètre. Est-ce que je choisis x comme paramètre? Est-ce que je choisis y comme paramètre? Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir y comme paramètre, parce que diviser par 5, c'est mieux que de diviser par 7. Juste pour cette raison. Donc là, j'ai x qui va être égal à... Enfin, je vais choisir y comme paramètre, donc c'est-à-dire que je vais écrire x en fonction de y. Ok. Donc si je fais ça, je vais avoir x égale, par exemple, moins... Oups. Je vais avoir 7y plus 9 divisé par 5. Donc ça, c'est pour x. Et puis pour z, je remplace et j'ai z qui est égal à moins 2x. Alors moins 2x, ça veut dire que je le remplace, donc j'ai moins 2 fois 7y plus 9 sur 5. Ok. Donc ça marche. Plus 3 fois y plus 5. Donc là on va tout de suite simplifier les y. J'ai moins 14 sur 5. Là ici ça fait 15 sur 5. Donc j'ai 1 sur 5 fois y. Et puis pour la partie constante, j'ai moins 18 sur 5. 25 sur 5, donc 25 moins 18, ça fait 7 cinquièmes. Sauf erreur. Ok. Et donc,
l'équation de la droite serait la suivante. J'ai x égale, les équations paramétriques de la droite seraient les suivantes. Donc j'ai 7 sur 5t plus 9 sur 5. J'ai y égale, y égale juste t. Et j'ai z égale 1 cinquième de t plus 7 cinquièmes. Et donc quand on voit ces équations, on peut déterminer une droite directrice. La droite directrice, je l'obtiens en lisant ce qu'il y a devant t. Donc la droite directrice, c'est 7 cinquièmes, 1 et 1 cinquième. Or, cette droite directrice, elle est collinaire à 7, 5, 1, si je multiplie tout par 5. Donc 7, 5, 1, c'est le vecteur qu'on trouve à la réponse 2. Voilà. Et donc ensuite, pour vérifier si ce qu'on vient d'obtenir est bien juste, on peut vérifier que le point I, qui est donné avec les coordonnées moins 1, moins 2, moins 1, enfin 1, juste 1, moins 1, moins 2, 1, est-ce que les coordonnées de ce point coïncident avec la valeur de t qu'il faut? Donc là, on voit que t c'est fixé à partir de y, donc si je prends y égale, donc ici y égale moins 2, donc en prenant y égale moins 2, donc t égale moins 2, je vais avoir x égale donc moins 14 sur 5 plus 9 sur 5. Ceci me donne moins 5 sur 5, qui donne moins 1. Donc en effet, le x vaut moins 1. Et le z, donc le z, je fais moins 2 sur 5 plus 7 sur 5. Ça me donne 5 sur 5 et ça donne bien 1. Donc en effet, i qui a pour coordonnées moins 1, moins 2, 1 appartient bien à la droite. Donc je peux bien paramétrer la droite avec l'équation 7s, disons 7s. Si je veux, je peux réécrire la droite comme étant x égale 7s moins 1, y égale 5s moins 2 et z égale s plus 1. Voilà, donc c'est les mêmes droites. Cette droite-là et cette droite-là, ce sont les mêmes. Voilà pour l'exercice 1. On va pouvoir passer à l'exercice 2. Donc il y avait un peu de calcul, je ne vais pas mentir, mais vous aviez droit à la calculatrice. Vous pouvez prendre le temps de bien poser les calculs, et normalement ça devait plutôt bien se passer. Bon, pour l'exercice 2, ça va être un petit peu moins simple, on va dire, ce qui va se passer, mais normalement, si on fait bien les calculs, ça se passe bien. Donc, en tout cas, sur ce qui va suivre. Donc, on a U qui avait pour coordonnées 1, 3, 0, V qui a pour coordonnées 0, 3, 2, et W qui a pour coordonnées 1, 1, 1. On nous demandait d'appliquer l'algorithme de Gram-Schmidt sur la famille UVW. Alors, j'applique l'algorithme de Gram-Schmidt. Et pour cela, c'est parti, je détermine epsilon 1 comme U sur la norme de U. Donc la norme de U, on voyait que ça fait racine de 10, puisque ça fait racine carrée de 1 au carré, plus 3 au carré, plus 0 au carré. Donc on obtient 1 sur racine de 10 fois le vecteur 1, 3, 0. C'est pas la peine de faire entrer la racine de 10 dans le vecteur, d'accord? J'en avais déjà parlé en résolvant l'exercice de pratique. Normalement cet exercice, vous auriez dû reconnaître un exercice qui ressemblait beaucoup à l'exercice 2 de l'examen de pratique. C'était pas pour rien, parce que c'est quelque chose d'important de savoir manipuler Gram-Schmidt. Donc, cet exercice c'était, pour ainsi dire, vraiment le même principe, c'est juste que les noms vont changer, c'est le même principe qu'il fallait appliquer. Donc epsilon 1, ça vaut ça. Epsilon 2 prime, donc c'est l'étape 2. Epsilon 2 prime, je prends le vecteur V et je lui enlève son projeté orthogonal sur la droite formé par epsilon 1. Donc je fais epsilon 1 scalaire V fois epsilon 1. Alors il me faut calculer epsilon 1 scalaire V à part. Donc epsilon 1 scalaire V, ça revient à faire U scalaire V, mais je divise par racine de 10. Donc déjà il y a divisé par racine de 10 qui traîne. Et j'ai 3 fois 3 qui donne 9. Donc je trouve ceci, et donc epsilon de prime, ça vaut V 0,32 moins ce produit scalaire qui donne 9 sur racine de 10, mais il y a un racine de 10 avec le epsilon 1 qui va me donner 9 sur 10, fois 1, 3, 0.
Voilà. Et puis bah, je vais mettre le sur 10 en facteur, juste pour pouvoir travailler avec que des entiers. Donc j'ai 1 sur 10 fois le vecteur. Donc là, je vais avoir 0, moins 90, ça fera moins 90, moins 9, donc ça fera moins 9. Ensuite, j'ai 30, parce que j'ai mis 10 en facteur. Donc 30 moins 9 fois 3 qui fait 27, donc ça me fait 3. Et enfin, 20 moins 0, donc 20. Donc voilà le vecteur epsilon de prime. Ok, il faut s'accrocher, prendre son temps encore une fois pour faire le calcul et s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur. Maintenant, je veux déterminer la norme de ce vecteur. Donc la norme de epsilon de prime. Bon, bah, comme il y a le 1 sur 10 en facteur, je vais le laisser en facteur. Et je vais faire racine carrée de moins 9 au carré, plus 3 au carré, plus 20 au carré. Donc là, ça va, c'est encore un calcul qui se fait assez bien à la main. Donc j'ai racine carrée de, alors, 81 plus 9 plus 400. Et donc ceci me donne 1 sur 10 fois racine carrée de 490. Bon, ceux qui savent manipuler les racines carrées peuvent simplifier en mettant que c'est 7, en écrivant que c'est 7 sur racine de 10, ou enfin, vous pouvez s'en sortir comme ça. Moi, je vais le laisser comme ça parce qu'on voit que le sur 10 va se simplifier. Donc epsilon 2, qui est égal à epsilon 2' sur la norme de epsilon 2', et bien ça va me donner, le sur 10 se simplifie comme j'ai dit, et j'ai 1 sur racine de 490 fois le vecteur moins 9, 3, 20. Voilà ce que j'obtiens. Et puis bon, bah, il faut encore en faire un coup, hein, parce que j'ai pas fini, hein, il me reste encore un vecteur à orthogonaliser, le vecteur W. Donc, étape 2 à nouveau, je fais epsilon 3' égale W moins epsilon 1 scalaire W fois epsilon 1 moins epsilon 2 scalaire W fois epsilon 2. Bon, il y a encore un peu de calcul à faire. Donc, epsilon 1 scalaire W. Bon, bah, je peux regarder par rapport à U, ça fait 1 plus 3, 4, et c'est tout. 4 sur racine de 10, donc. Et puis pour epsilon 2 scalaire W, donc bien sûr les détails de calcul, si c'était possible, il fallait les écrire, d'accord, hein, donc il y a 2-3 détails de calcul qui sont moins clairs que j'ai écrit. Ceux qui sont un peu plus clairs, qui sont juste des calculs de produits scalaires, je donne juste le résultat. Bien sûr, il était attendu aussi, si vous aviez du mal, en tout cas, de mettre le détail. Hein, s'il y a besoin, hein, il fallait mettre le détail, il ne fallait pas hésiter. Il y a des choses sur lesquelles il fallait vraiment mettre le détail, d'autres, bon, peut-être un peu moins, mais suivant votre aisance, il était attendu plus ou moins de détails sur cette question pour pouvoir voir. Il fallait au moins qu'on voit l'application de l'algorithme. D'accord? Donc là, on voit l'application de l'algorithme. Donc vous voyez en première étape, deuxième étape, deuxième étape bis, deuxième étape, troisième étape bis après. Donc voilà. Alors epsilon 2 fois W, je peux regarder scalaire W, je peux regarder ce vecteur, juste sans regarder le truc avec la racine. Et donc j'ai moins 9 plus 3, ça fait moins 6 plus 20, ça fait 14. Donc je trouve 14 sur racine carrée de 492. Ok, alors ça veut dire que epsilon 3', c'est égal à donc W qui vaut 1, 1, 1, moins 4 sur 10 fois le vecteur 1, 3, 0, puis moins 14 sur 490 fois le vecteur moins 9, 3, 20. Donc voilà le calcul qu'il me faut faire maintenant. Bon, alors on peut mettre en facteur le 490, ok? Donc c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai 1 sur 490, hop, et donc j'ai 490, moins, alors là je dois faire 49 fois ce vecteur, alors pareil, calculette, juste pour aller plus vite, donc j'ai 4 fois 49 pour la première composante, ça me fait 196, le suivant j'ai 12, puisque 4 fois 3, 12, 12 fois 49, ça me donne 588, et ici j'ai 0. Moins, le dernier, j'ai juste à faire 14 fois ce vecteur. Voilà. Alors c'est vrai que j'aurais pu simplifier peut-être la fraction avant, je suis en train de me dire. Mais bon, tant pis, je suis parti.
Donc, je vais faire 14 fois moins 9. Donc là, j'obtiens moins 126. Je fais ensuite 3 fois 14. Bon, ça, j'aurais pu le faire à la main, mais tant pis. Donc, j'ai 42. Et enfin, 14 fois 20, ça va me faire 280. Donc, voilà ce que j'obtiens. Très bien. Alors, on est parti, hein, on s'accroche. Donc, 480. Bon, là, je vais peut-être juste le taper pour être sûr de ne pas faire d'erreur de calcul. Donc, je vais faire 490 moins 196. Donc, ça, c'est pour la première composante. Moins, donc plus 126. Ça me donne 420. On va voir qu'il y a pas mal de simplifications qui devraient se produire, en tout cas. Le suivant, j'ai pareil, 490 moins 588 moins 42. Donc là, j'obtiens moins 140. Et enfin, le dernier, j'ai juste la petite soustraction à faire ici. Ça va me faire 200. Non, est-ce que je dis des bêtises? 210. Bon, et puis ces fractions se simplifient énormément. Hein. Donc là, on a le 0 déjà qui s'en va. Et ensuite, on peut tout simplifier par 7. Donc si on simplifie par 7, on a 1 sur 7 fois, donc divisé par 7, ça me fait 6, divisé par 7, ça fait moins 2, divisé par 7, ça fait 3. Donc je trouve 1/7 du vecteur 6, moins 2, 3. Alors, pour s'assurer qu'on n'ait pas fait d'erreur de calcul jusqu'à maintenant, ce vecteur-là doit être orthogonal au vecteur U et V. Donc autrement dit, il doit être collinéaire, puisqu'on n'a pas beaucoup de choix dans l'espace, il doit être collinéaire au produit vectoriel des deux vecteurs. Et bien, je vais faire le produit vectoriel des deux vecteurs U et V pour m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Alors si je fais ce produit vectoriel, donc là je fais des calculs supplémentaires, c'est juste pour moi-même vérifier que ce que j'ai fait, il n'y a pas d'erreur. Ok ? Comme je l'ai fait dans les questions précédentes, remarquez que dans la question précédente, à chaque fois j'ai fait un petit quelque chose pour m'assurer est-ce que j'ai fait une erreur de calcul ou pas, par rapport au cours. Bon bah là je fais pareil. Donc, par rapport au cours, je sais que normalement je devrais avoir ici quelque chose qui est collinéaire au produit vectoriel. Donc si je fais le produit vectoriel, j'ai donc 2 fois 3 fois 2 pour la composante en x, donc ça fait 6. Ensuite, la composante en y, je fais 1 fois 2, 0 fois 0, donc ça va faire 2, mais avec un moins, puisque je suis dans la composante y, ça fait moins 2. Et le suivant, je pense que vous avez compris ce qui va se passer, hein, donc 1 fois 3, moins 3 fois 0, donc ça fera 3. Et en effet, le vecteur que j'ai là, il est bien collinéaire à celui-ci. Voilà, donc tout va bien, pas d'erreur de calcul a priori. Reste maintenant à déterminer epsilon 3. Epsilon 3, je fais epsilon 3' sur la norme de epsilon 3. Et en fait, ce qui va être surprenant, et c'est pour ça que ça va plutôt bien se passer, c'est ce que je disais, ça devait bien se passer. Ce qui va être surprenant, c'est qu'en fait, on l'a déjà normalisé. Parce que si vous calculiez la norme du vecteur 6, moins 2, 3, ça c'est la racine carrée de 36, 6 au carré, plus 4, parce que moins 2 au carré, plus 9, donc racine carrée de 49, qui donne 7. Et donc en fait, epsilon 3, on l'a déjà sous la main, c'est la même chose que epsilon 3'. Donc ça veut dire que la norme de epsilon 3', elle est égale à 1. Donc en fait, il n'y a plus rien à faire, epsilon 3 vaut directement ce vecteur. Conclusion de tout ça, eh bien, cet algorithme nous a donné les vecteurs suivants. 1 sur racine de 10 fois le vecteur 1, 3, 0. Epsilon 2, c'est 1 sur racine de 490 fois le vecteur moins 9, 3, 20. Et enfin, epsilon 3, qui est égal à 1/7 du vecteur 6, moins 2, 3. Ok, alors on va pouvoir passer à la question suivante. La question suivante, on nous demande de justifier en quoi les vecteurs U, V, W forment une famille libre. Bon, ça forme une famille libre parce que l'algorithme de Gram-Schmidt nous a donné aucun vecteur nul. Donc aucun des epsilon n'est nul. B. Donc comme aucun
des vecteurs epsilon i n'est nul, alors la famille UVW est libre. Donc voilà, il n'y a rien de très spécial, on en a déjà parlé, donc normalement ça devait aller tout seul. La question suivante, c'est, on nous demande par cette construction d'en déduire la projection orthogonale du point B de coordonnées 8, 1, 1 sur le plan P engendré par les vecteurs U et V passant par O. Bon ben là il s'agit de faire une projection orthogonale juste en 0, ok, et on travaille sur le plan formé par les vecteurs U et V. Mais le plan formé par les vecteurs U et V, par construction de Gram-Schmidt, on en a parlé aussi dans le cours, et ben c'est la même chose que le plan engendré par les vecteurs epsilon 1, epsilon 2. Et là on passe en 0. Donc, en fait, bah, si je veux, donc si j'ai B qui a pour coordonnées 8, 1, 1, et que je veux le projeter orthogonal de 8 à 1, bah, le calcul qu'il me faut faire serait le suivant. Je dois faire P de OB qui doit être égal à, donc je vais faire epsilon 1 scalaire, bon, je vais dire le vecteur U s'appelle 8, 1, 1. Donc epsilon 1 scalaire U fois epsilon 1 plus epsilon 2, epsilon 2 scalaire U fois epsilon 2. Bon, alors il faut faire ces quelques produits scalaires. Donc encore une fois, je peux oublier le 1 sur racine de 10. Ça va me donner un 1 sur racine de 10 qui va aller avec le 1 sur racine de 10 de epsilon 1. Et puis j'ai 8 plus 3, ça va faire 11. Donc j'ai 11 sur 10 fois le vecteur, donc fois le vecteur 1, 3, 0. Ok? Plus, bon pareil, je ne me préoccupe pas de la racine carrée, je fais juste le calcul suivant. Donc là, je vais avoir U scalaire epsilon 2 qui va être égal à, donc j'ai un racine de 490, et puis j'ai moins 9 fois 8, donc moins 9 fois 8, ça fait moins 72. Donc moins 72, plus 3, plus 20. Donc ceci me donne, alors... donc là, ça va faire moins 52, moins 49 sur racine de 490. Donc ici, je vais obtenir, alors le plus devient un moins, donc moins 49 sur 490, puisque la racine de carré de 490 apparaissant aussi pour epsilon 2, ben, je vais avoir une simplification de la racine carrée, fois le vecteur, moins 9, 3, 20. Et oh, comme c'est joli, les sur 49 se simplifient. Donc là, je vais avoir, alors je vais laisser comme c'est, et puis je vais réécrire, j'ai donc 11 sur 10 fois le vecteur 1, 3, 0, moins 1 sur 10 fois le vecteur moins 9, 3, 20. Très bien, alors bon, bah, je mets le sur 10 en facteur, hein. On se doute bien. Et puis bah, j'ai plus qu'à faire, donc 11 fois le vecteur ici, ça fait 11, 33, 0, moins, donc moins 9, 3, 20. Oups. Ok, donc ça fait 1 sur 10 fois, alors si j'écris, donc j'ai 11 plus 9, ça fait 20, 33 moins 3, ça fait 30, et 0 moins 20, ça fait moins 20. Et donc j'obtiens, en divisant par 10, 2, 3, moins 2. Donc le projeté orthogonal de B sur le plan, c'est le point B' de coordonnées 2, 3, moins 2. Voilà. Et puis, question suivante, je veux déterminer la distance entre le plan et le point B. Bah, pour avoir cette distance, pareil, c'est le cours. Je peux me servir directement de epsilon 3 sans avoir à faire... On peut faire le calcul de BB', mais aussi pour aller assez direct, et en utilisant vraiment Gram-Schmidt jusqu'au bout, ce qu'on a fait sur Gram-Schmidt jusqu'au bout, on peut simplement calculer un produit scalaire. Donc, je veux la distance entre B et le plan qu'on est en train de regarder, donc c'est la question D. Et pour
pour cela, soit je regarde la norme BD', soit je peux juste utiliser le cours et dire qu'en fait on a affaire au calcul suivant. Il faut faire la norme de U scalaire epsilon 3. Et ça, mettre ça sous valeur absolue. Ok? Donc le vecteur U étant 8, 1, 1, donc je dois faire 8, 1, 1 scalaire epsilon 3. Donc j'ai 1 sur 7, de toute façon tout va être sur 7. Et puis faire le produit scalaire avec epsilon 3. Attends, est-ce que ça va être sur 7? Oui, alors oui, le produit scalaire va faire sur 7. Donc j'ai 6 fois 8, donc 6 fois 8, moins 2 fois 1, plus 3 fois 1. Et ça va me faire 49 sur 7, donc 7. Ainsi, la distance de B avec le plan P, c'est égal à 7. Et voilà. On a donc terminé déjà les exercices 1 et 2. Vous voyez, hein, donc c'était pas mal de calculs, mais il fallait vraiment prendre le temps de bien poser les choses pour éviter les erreurs de calcul. Et quitte à faire des petites vérifications, soit en faisant du calcul, soit en utilisant GeoGebra. Hein. Encore une fois, je rappelle que c'était pas interdit d'utiliser GeoGebra. Donc vous pouvez utiliser GeoGebra pour vérifier si les calculs étaient corrects. Okay, donc voilà. Alors maintenant, je vais attaquer les questions bonus. Alors, pour la question bonus, commençons avec le A. Donc le A, on travaille dans R3 et on a le point A de coordonnées 4, 2, moins 1, le point B de coordonnées 2, 3, moins 1, le point C de coordonnées 1, moins 1, 0, et le point D de coordonnées moins 1, 0, 2. On nous demandait de déterminer la distance entre les deux droites, donc la droite AB et la droite CD. Alors comment faire ça? Bon, pour faire ça, il faut déjà donner des vecteurs directeurs pour chacune des deux droites. Alors les vecteurs directeurs, il n'y a rien de plus facile que de calculer les vecteurs AB et CD. Encore faut-il ne pas se planter sur une formule aussi pour avoir les vecteurs, bien sûr. Donc là, je fais arrivée moins départ, donc 2 moins 4, ça fait moins 2. 3 moins 2, pardon, ça fait moins 1. Qu'est-ce que je dis, moi? Non, 3 moins 2, ça fait 1. Moins 1, ça fait 0. Voilà le premier vecteur. Le deuxième vecteur, moins 1, ça fait moins 2. 0, moins 1, ça fait moins 1. Et 2, moins 0, ça fait 2. Donc voilà, j'ai mes vecteurs directeurs de mes deux droites. Maintenant, je considère, donc je vais utiliser la troisième méthode qui est la plus efficace. Hein. Donc je vais considérer le produit vectoriel des deux vecteurs pour avoir une direction, la direction qui va être orthogonale à ces deux droites. Donc au plan formé par les deux vecteurs, si on veut. Donc j'appelle n, ou n0, si je pense qu'il y a une simplification, on verra. Je vais appeler n0 en attendant. Le vecteur AB vectoriel CD. Et puis on fait comme d'habitude. Donc première chose, j'enlève la première ligne, hein, comme je l'ai fait aussi tout à l'heure. J'enlève la première ligne, je fais le déterminant de ce qui reste, donc 1 fois 2, donc ça me fait 2. Ensuite, j'enlève la deuxième ligne, puis je fais un déterminant, donc j'ai moins 4, mais avec le moins ça devient 4. J'oublie pas le moins à la fin. Et enfin, j'enlève la dernière ligne, je calcule le déterminant, donc je vais avoir 2 plus 2, donc ça fera 4. Et donc, sauf erreur, normalement ça doit bien fonctionner. Donc là, vous voyez, je peux diviser par 2, je ne vais pas me priver, donc je vais considérer le vecteur n comme étant 1, 2, 2. Et normalement, en faisant le produit scalaire de n avec chacun des deux vecteurs, je vais avoir 0, je vais le vérifier tout de suite. J'ai moins 2 plus 2, donc ça fait bien 0. Et puis l'autre, j'ai moins 2, ça fait moins 4 plus 2 fois 2, ça fait bien 0. Donc voilà, le vecteur n, c'est le bon. Maintenant, je le considère formellement, puisque finalement, je ne vais pas l'utiliser. Concrètement, je ne l'utilise pas, mais juste pour qu'on comprenne les calculs qui vont suivre. Les calculs qui vont suivre, je vais calculer la projection orthogonale d'un point de la droite AB et d'un point de la droite CD sur la droite delta. Donc, je considère la droite delta qui a pour équation paramétrique la chose suivante. X égale t. Y égale 2t et Z égale 2t. Et donc la projection orthogonale sur delta d'un vecteur U, ça va être U scalaire n sur la norme de n au carré
fois le vecteur n. Comme on travaille avec une droite, il n'y a qu'un seul vecteur, donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup de calculs. Bon. Donc U scalaire n. Donc là, je vais prendre un point, donc disons les plus simples, prenons le point A de coordonnées, on va prendre lui, donc 4, 2, moins 1, bon c'est peut-être pas le plus simple, voilà. Par contre C, je pense que c'est un des plus simples, j'ai 1, moins 1, 0. Je vais prendre ces deux points. Et donc, je vais faire le calcul avec U égale celui-là et U égale celui-là. Donc la projection orthogonale de OA, ça va être, donc je fais le produit scalaire de ce vecteur avec le vecteur là-bas, 1, 2, 2. Donc je vais avoir 4 plus 4, donc 4 plus 4, 8, 8 moins 2, ça fera 6. Donc j'ai 6 divisé par la norme de n au carré, donc la norme de n au carré, ça fait 1 plus 4 plus 4, donc ça fait 9, voilà. Donc divisé par 9, divisé par 9 fois le vecteur 1, 2, 2. Le projeté orthogonal de C, de OC, donc en fait je vais l'écrire là, de OC, et bien ça va être pareil, donc je fais le produit scalaire, donc j'ai 1, moins 2 et 0, donc ça va faire moins 1. Moins 1 sur 9 fois le vecteur 1, 2, 2. Donc voilà, j'ai mes projeteurs orthogonales sur la droite delta. Donc je peux appeler, si vous voulez, A', qui va avoir pour coordonnées 6 neuvième, 6 neuvième, 12 neuvième, 12 neuvième. C' qui va avoir pour coordonnées donc moins 1 neuvième, moins 2 neuvième, oula, et moins 2 neuvième et moins 2 neuvième. Et puis bon bah pour avoir la distance demandée, et bien ce que je fais, c'est que je calcule la norme du vecteur A'C'. Donc ça revient à calculer la norme du vecteur. Donc A'C', ça veut dire que je dois faire ça moins ça. Donc ce vecteur moins ce vecteur. Donc ça me donne... Est-ce que je dis des bêtises? C'est dans l'autre sens la soustraction. Mais ça ne change rien. Donc bon, allez, juste pour dire qu'on est dans le bon sens, je vais faire le vecteur C'A'. Ça ne change rien. Donc C'A', donc en faisant ça, je fais la soustraction de ces deux vecteurs, j'obtiens 7 neuvième de 1, de 2. Et puis, bon bah, j'ai donc 7 neuvième fois la norme de 1, de 2, on a dit que c'était la norme au carré c'était 9, donc racine carrée de 9 ça fait 3, donc fois 3, ça me fait 7 tiers. Voilà, alors je pense pas avoir fait d'erreur de calcul. C'est toujours possible, mais je pense pas que ce soit le cas. Donc voilà, ça a l'air d'être la bonne réponse, j'ai 7 tiers. Bon, je revérifierai quand même, mais ça a l'air d'être bien 7 tiers. Bon, et puis il me reste la question B. Un calcul de votre ici. On aura fini. Donc B du bonus. On travaille dans le plan, on considère les points A de coordonnées 4, 1, B de coordonnées 3, moins 4. Et puis on veut faire l'homothétie du point B. Donc on veut appliquer une homothétie de centre A de rapport moins 1,5 au point B. Bon. Alors une homothétie de centre qui n'est pas 0, bon, c'est-à-dire que je fais une transformation affine, donc déjà la forme de la transformation affine est la suivante. Donc, taux V de homothétie de taux moins V de U. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre V comme étant le vecteur OA, donc qui va être égal à 4, 1. Et puis l'homothétie, c'est une homothétie de rapport moins 1,5, donc l'homothétie de rapport moins 1,5, ça revient à faire moins 1,5 fois le vecteur. De centre 0, d'accord? Ça c'est l'homothétie linéaire. Bon, il n'y a plus qu'à faire le calcul maintenant, donc le A2, 3, moins 4, ça va être taux V
de H, et d'abord je dois enlever le vecteur OA au vecteur OB. Donc si je fais OA moins OB, OB moins OA plutôt, je vais avoir 3 moins 4, ça fait moins 1, et moins 4 moins 1, ça fait moins 5. Donc j'obtiens ceci. Ensuite j'applique l'homothétie, j'obtiens donc taux V de 1 demi, 5 demi. Et puis ensuite, je dois rajouter le vecteur qui est ici. Donc en rajoutant le vecteur qui est ici, j'obtiens 9 demi. Donc ça c'est 0,5, donc ça fait 4,5 si vous voulez. Donc j'ai 4,5. Et puis en rajoutant 1, j'obtiens, donc là ça faisait 2,5, donc j'obtiens 3,5. Donc voilà, sauf erreur, je pense que ça doit aller. Et sauf erreur, en effet, l'image de B, c'est le point B' de coordonnées 4,5. 3,5. Voilà. Alors après, on peut essayer de se rassurer en disant, si je prends le vecteur AB, donc là ça va permettre de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Si je prends le vecteur AB, donc AB ça va faire moins 1, moins 5. Et si je prends le vecteur AB', donc AB', j'ai 4,5 moins 4, ça fait 0,5. Et 3,5 moins 1, ça fait 2,5. Et en effet, en multipliant par moins 1,5, j'ai bien le vecteur AB' qui est égal à moins 1,5, le vecteur AB. Donc voilà, ça permet bien de vérifier qu'on a affaire à une homothétie de centre A et de rapport moins 1,5. Bon voilà, j'ai terminé la correction de l'examen. Je pense pas avoir fait d'erreur. J'ai juste un petit doute ça, sur cette calcul de distance, mais a priori, j'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur de calcul. Enfin voilà. Donc, voilà, donc c'était vraiment la dernière correction. Et une des dernières fois où je vous parle vraiment beaucoup de maths et de calcul. Donc il reste la dernière vidéo pour les retours d'examen, les retours de résultats de grille. Donc ça va être tout en même temps. Dans cette même vidéo, je parlerai de résultats de l'examen 2 et quelques retours, le résultat global sur la grille de résultats et tout ça, mais quelques commentaires, et puis quelques petits mots encore de fin, de vraie fin à ce cours, qui arrivera. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour que les résultats de l'examen puissent être donnés d'ici une dizaine de jours, donc je vise aux environs du 20 mai. Ok, donc d'ici le 20 mai, vous devriez avoir vos résultats. Et puis, si ça prend un petit peu plus de temps, c'est pas très grave. Il faut juste que je ne dépasse pas la limite qui m'est imposée par l'administration. Donc je vais essayer de ne pas la dépasser, qui est quelques jours après le 20 mai. Donc je me fixe le 20 mai comme objectif. Et puis dès qu'il y a les résultats, de toute façon vous aurez un courriel pour vous dire, voilà, les résultats sont disponibles, etc. Et puis une vidéo également pour dire ce qu'il en était. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis, donc si vous ne regardez pas la dernière vidéo, je vous dis quand même, encore une fois, une bonne continuation. Encore merci pour ces petits mots, ça m'a fait très plaisir. Et ça me permettra encore de m'améliorer ou de garder des formats, des choses qui ont été super bien sur cette façon de faire le cours. Et puis, je vous dis, pour ceux qui le souhaitent, à la dernière vidéo, donc d'ici 10 jours, disons, et je vous dis donc à dans 10 jours. Et puis pour les autres, voilà, bonne continuation et j'espère qu'on se recroisera bientôt. Voilà, écoutez, salut à tous donc.